Au fil des décennies, la France a connu plusieurs tueurs en série, des affaires qui ont marqué la mémoire collective et qui continuent d'alimenter les chroniques criminelles. Que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès qui a assassiné toute sa famille et reste à ce jour l'un des fugitifs les plus mystérieux de l'histoire, Francis Holm dit le routard du crime, Michel Fourniret l'ogre des Ardennes, ou encore Guy Georges le tueur de l'Est parisien, tous ont à leur manière marqué la France à jamais. Mais parmi tous les tueurs ayant foulé l'Hexagone, un seul en particulier a terrorisé le pays, en brisant absolument tous les codes. Tuer en plein jour, vivre la nuit, agir à visage découvert en plein Paris, narguer les enquêteurs et vivre dans les mêmes quartiers où il semait la mort, il ne suivait aucun schéma. Comment un jeune homme de seulement 22 ans est-il devenu l'un, si ce n'est le plus grand tueur en série français, avec un nombre de victimes difficile à évaluer jusqu'aujourd'hui? Comment a-t-il réussi à faire tourner en rond les enquêteurs pendant des années, sans jamais se faire prendre? Manipulation, violence, meurtre, voici l'histoire glaçante de celui qui a fait trembler la France, j'ai nommé le monstre de Montmartre. Sur ce, installez-vous confortablement, et voici ce qui s'est passé. Juste avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Proton. On vit à une époque où notre vie privée en ligne est constamment exposée. Historique de navigation revendu, publicité ultra ciblée, il est devenu nécessaire de protéger ces données. Et c'est précisément la mission de Proton grâce à deux outils principaux, Proton Mail et Proton VPN. Proton Mail est un service de messagerie sécurisé qui chiffre vos emails de bout en bout. Concrètement, personne d'autre que vous et votre destinataire ne peut les lire. Basé en Suisse, Proton profite de lois parmi les plus strictes du monde en matière de confidentialité. Des millions de personnes utilisent déjà, journalistes, activistes, mais aussi des utilisateurs comme vous et moi qui tiennent à la sécurité de leur échange et à leur vie privée. Combiné à ça, il y a Proton VPN qui protège vos connexions, masque vos adresses IP et sécurise votre navigation, même sur les Wi-Fi publics. Proton VPN vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques et d'accéder à vos contenus en streaming préférés, que ce soit Netflix, Amazon Prime, HBO, Paramount, où que vous soyez. Avec plus de 10 000 serveurs répartis dans 110 pays, optimisés pour le streaming en 4K, vous pouvez profiter de vos séries et films sans interruption, et en un clic. Chez Proton, la transparence est une valeur fondamentale. Aucune donnée n'est revendue, il n'y a aucun investisseur à satisfaire, et l'organisation fonctionne comme une fondation à but non lucratif. Toutes les applications sont open source pour que chacun puisse vérifier leur fiabilité. Et ce qui fait la différence, c'est que les services essentiels Proton sont entièrement gratuits. Parce que la vie privée n'est pas un luxe, mais un droit fondamental. Fondé par des scientifiques du CERN, Proton reste fidèle à sa mission, offrir à tous les moyens de protéger leur vie en ligne. Alors n'attendez pas, téléchargez dès maintenant Proton Mail et Proton VPN sur iOS, Android, Windows, Mac ou Linux via le lien en description, et reprenez le contrôle de votre vie en ligne, et tout ça gratuitement. Paris, début des années 80. Le soleil brille sur les larges boulevards et les terrasses des cafés. Les tables sont pleines, les rires fusent sur plusieurs kilomètres, et l'air emporte les odeurs de café et de viennoiserie. Les jeunes sont parfaitement habillés, se baladant sur les Champs-Élysées et dans le Marais. C'est l'essor de la mode colorée, de l'extravagance, de l'ostentation et de la musique pop et new wave. Dans les clubs du centre, le Palace et le Banana Café attirent tout le star system avec des soirées qui durent jusqu'au petit matin. Paris semble respirer la liberté, l'excès et le plaisir. Les vitrines des grands magasins scintillent, la mode est audacieuse, et les créateurs comme Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier imposent des styles hauts en couleurs. La capitale est brillante, vibrante. Mais à quelques pas de cette lumière, il existe un autre Paris. Un Paris plus froid, plus sombre. Derrière les néons et les paillettes, les inégalités sociales explosent. Dans les quartiers périphériques, les familles immigrées s'entassent dans des logements insalubres. Le chômage ronge les espoirs d'une jeunesse laissée de côté. Dans la Goutte d'Or, à Belleville ou à Barbès, les tensions montent, nourries par le racisme, la précarité et la marginalisation. La drogue, elle, circule dans les rues. À Pigalle ou à Châtelet, l'héroïne détruit des vies à ciel ouvert. Dans les hôpitaux parisiens, une nouvelle maladie, le sida. Cette maladie commence à inquiéter certaines communautés, et particulièrement le milieu gay. Mais il n'y a pas que ces quartiers qui sont touchés, même le centre-ville n'est pas épargné. Là-bas se croisent fêtards, dealers et prostituées. Quand on entend drogue, alcool et pauvreté, il y a souvent la criminalité qui suit, avec des cambriolages, des agressions et des violences en tout genre. Paris est alors une capitale aux deux visages, brillante et dangereuse. Une ville qui, sans le savoir, prépare le terrain pour l'une des affaires criminelles les plus glaçantes de son histoire. Tout commence le 5 octobre 1984. Bernard Laitier, inspecteur divisionnaire de la brigade criminelle de Paris, reçoit un appel sur sa radio. On lui signale la découverte inquiétante d'une vieille dame retrouvée morte, les poignets et les chevilles ligotées dans son appartement du 10 rue Saulnier, dans le 9e arrondissement de Paris. La victime s'appelait Anna Barbier-Pontus. Elle avait 83 ans, mesurait 1m53 pour 50 kg. Ouais, ça peut paraître bizarre d'être précis jusqu'à son poids et sa taille, mais vous allez voir plus tard que ça a toute son importance. Les policiers arrivent rapidement sur place et commencent les premières constatations. Qui a bien pu faire ça ?
Pourquoi s'en prendre à Madame Pontus? Une femme pourtant sans histoire, discrète et vivant seule. Et surtout ce qui interroge la brigade, c'est pourquoi lui avoir attaché les mains et les chevilles. Elle ne représente pourtant aucun danger. Très rapidement, les analyses révèlent les causes de sa mort. Le visage de la victime porte de nombreux hématomes. Elle a été rouée de coups, mais ce n'est pas ça qui l'a tuée. Madame Pontus est morte par asphyxie. Elle a été étouffée avec un oreiller. Les agents cherchent ensuite à comprendre comment le meurtrier a bien pu entrer. La porte n'a pas été forcée. Un des agents interroge alors la gardienne de l'immeuble. Elle affirme avoir vu Madame Pontus le matin même. Elle sortait de l'immeuble pour faire ses courses. Dans l'appartement, les enquêteurs retrouvent effectivement son sac de courses. Posé à l'entrée, encore intact, même pas déballé. L'agresseur aurait donc profité de son retour pour s'introduire dans l'appartement. Donc, on a les causes du décès, la réponse à comment le tueur s'est introduit dans l'appartement, mais quelque chose intrigue les enquêteurs. Cette chose, c'est l'appartement. Il est dans un désordre total. Des objets recouvrent le sol au point de le rendre presque invisible. Est-ce le tueur qui a mis l'appartement dans cet état? Malheureusement, beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Mais avant de quitter les lieux, les policiers découvrent un indice précieux. Sur un miroir, des empreintes digitales sont relevées. Elles sont parfaitement exploitables et envoyées immédiatement au service d'identification de la police judiciaire de Paris. Mais malheureusement, résultat, aucune correspondance dans la base de données. Le tueur reste malheureusement introuvable, mais les agents sont bien déterminés à mettre une identité sur celui qui a commis cette horreur. Quelques jours plus tard, le 9 octobre, les enquêteurs cherchent toujours le meurtrier de Madame Pontus. Mais malheureusement, aucune piste solide n'a encore émergé. Au même moment, dans le 18e arrondissement de Paris, les pompiers sont appelés pour un incendie rue Nicolet. En arrivant sur place, ils parviennent à maîtriser les flammes, mais découvrent une scène terrifiante. Le corps sans vie de Madame Suzanne Foucault, 89 ans. Au départ, tout laisse à croire qu'elle a succombé à l'asphyxie, piégée par la fumée de l'incendie. Mais l'examen du corps révèle une toute autre réalité. Ses poignets et ses chevilles étaient ligotés, et sa tête entièrement recouverte d'un sac plastique. Madame Foucault n'est pas morte des flammes, elle a été étranglée. Encore une fois, la victime était une femme âgée, sans histoire, vivant seule depuis plus de 15 ans dans cet appartement. Un mode opératoire qui rappelle immédiatement l'assassinat d'Anna Barbier-Pontus, quelques jours plus tôt. Deux femmes âgées, toutes deux attachées, étranglées, puis abandonnées chez elles. Mais le souci, c'est qu'il n'y a aucune piste. L'appartement était carbonisé. Difficile d'en tirer quelque chose. Les agents comprennent donc qu'ils font potentiellement face à un tueur en série. Les probabilités que ces deux meurtres soient des actes totalement isolés sont extrêmement faibles. Les enquêteurs ont compris. Ils vont sûrement recevoir un nouvel appel dans les jours qui suivent. Mais une semaine passe, rien. 2 semaines, toujours rien. Certains commencent même à croire que le tueur a cessé son activité, jusqu'au 5 novembre 1984. Ce jour-là, un agent reçoit un appel. Johanna Secaresco, 71 ans, est retrouvée morte dans son appartement du 18e arrondissement, au 60 boulevard de Clichy. Elle aussi est ligotée, mains et pieds liés, et porte de multiples traces de violence. Les policiers galèrent encore à comprendre les motivations du tueur, mais vous allez voir que les jours qui vont suivre vont leur révéler des détails très intéressants. En effet, en l'espace de 4 jours seulement, 4 nouvelles victimes sont découvertes, toutes dans le 18e arrondissement. Alice Partouche Benaïm, 84 ans, retrouvée le 7 novembre dans son appartement du 15 rue Marc Séguin. Marie Choix, 80 ans, découverte le 8 novembre au 7 rue Pajol. Marie Miko Diaz, 75 ans, retrouvée le 9 novembre rue des Trois Frères. Toutes sont mortes étranglées, toutes ont été retrouvées ligotées. Et toutes portent les mêmes traces de violence extrême. Mâchoire brisée, côte fracturée, hématomes multiples, brûlures de cigarettes. Bref, les femmes sont retrouvées dans des états extrêmement graves. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'Île-de-France. Une vieille dame de 75 ans a été trouvée morte cet après-midi à Paris, apparemment assassinée, comme une autre vieille dame dont le corps a été retrouvé hier, toujours dans le 18e arrondissement. C'est le 7e crime commis selon le même schéma depuis 1 mois dans cet arrondissement parisien. La police pense à un groupe de malfaiteurs, probablement drogués. Sur place, cet après-midi, le reportage de Béatrice Berge. À chaque fois, le crime a eu lieu dans les mêmes circonstances. Les victimes étaient toutes des femmes âgées, de 70 à 84 ans, vivant seules dans des logements modestes. Chaque fois, l'agression a été très violente. Les vieilles dames ont été retrouvées ligotées, bâillonnées, ayant subi des fractures et des tortures diverses, leur appartement totalement dévasté. Comme les autres, la dernière victime, Maria Miko Diaz, d'origine espagnole, a peut-être été agressée chez elle à son retour des courses. J'ai aperçu ce matin quand je suis descendue, parce que j'ai vu la lumière, j'ai frappé, elle m'a pas répondu. Et après j'avais des petites commissions à faire, j'ai remonté, il était vers 11h. Je l'ai refrappé, il n'y avait toujours personne. Je dis comment ça se fait, l'habitude c'est pas comme ça, elle fait pas ça. Alors vous avez alerté la police? Oui, j'ai refrappé encore, j'ai même appelé, je dis Maman Nico, répondez-moi. Si vous ne me répondez pas, je vais aller chercher la police. Alors j'ai pris les clés, puis je suis descendue voir la police, chercher la police. La police est venue tout de suite? Tout de suite. Elle a ouvert la porte? Ils ont ouvert la porte, oui. Et vous êtes entrée? Ah non, moi je n'ai pas rentré. J'avais demandé après et il m'a dit non, c'est pas bon à voir, elle a été poignardée.
Les enquêteurs, jusque-là incapables de trouver un mobile, finissent par entrevoir une piste lors de la découverte de Marie Choi. Son corps est retrouvé sous un matelas, les pieds dépassant, le crâne fracassé par une bouteille de vin. En fouillant Marie, les policiers remarquent que son corset présente plusieurs petites poches cousues, arrachées brutalement. À l'époque, les femmes âgées y cachaient leurs économies ou des objets précieux, difficiles à trouver. Bernard Lethier, inspecteur en charge de l'affaire, expose donc à ses collègues une hypothèse. Le tueur agirait uniquement pour l'argent. Et pour obtenir ce qu'il cherche, il n'hésiterait pas à torturer ses victimes, les frappant, ou encore en coupant des doigts pour leur faire avouer où se trouve le butin. De nouvelles fouilles dans les précédents appartements confirment cette intuition. À chaque fois, des proches de vieilles dames affirment que de l'argent a été volé. Mais on estime que les montants étaient très maigres, quelques dizaines de francs, des centaines maximum. Selon Bernard Lethier, le tueur fait du repérage dans les marchés, les banques, des endroits souvent fréquentés par des vieilles dames. Et lorsqu'il en repère une, il la suit jusqu'à son appartement et entre avec elle avant qu'elle ferme la porte. Le tueur pouvait ensuite mener à bien son projet. Les enquêteurs tiennent désormais une piste solide sur les motivations du tueur. Ou bien pourquoi pas des tueurs, la fréquence des meurtres, la violence des agressions. Une question se pose naturellement. Est-ce l'œuvre d'un seul individu ou bien avait-il un complice? Eh bien, plusieurs découvertes viennent confirmer cette hypothèse. Dans 3 appartements de victimes, des empreintes digitales sont relevées. Certaines correspondent à l'homme déjà inconnu des services de police, découverte sur la première scène de crime. Mais d'autres, nouvelles, ne lui appartiennent pas. Il y a donc 2 agresseurs. 2 personnes s'introduisent dans les appartements de ces femmes âgées. Malheureusement, là encore, les empreintes ne correspondent à aucune identité connue dans la base de données. Pas de nom, pas de visage, mais une certitude. Celui que l'on commence à appeler le tueur de vieilles dames n'agit pas seul. C'est un duo. Rapidement, les médias s'emparent de l'affaire. J'ai envie de dire un peu normal. En l'espace d'un mois, 6 victimes sont recensées. La couverture médiatique est alors massive. Et certains journaux n'hésitent même pas à employer des termes sensationnalistes, qualifiant le criminel de tueur du siècle. Rien que ça. Malheureusement, ces paroles vont rapidement installer un climat de terreur à Paris, et plus particulièrement dans le quartier de Montmartre, là où les 2 tueurs frappent. La peur est tellement grande que la mairie de Paris, dirigée alors par Jacques Chirac, met en place des services gratuits destinés aux personnes âgées. Aide pour faire les courses, accompagnement jusqu'à leur domicile, mais malgré ces mesures, la psychose ne s'arrête pas. Le 12 novembre 1984, 2 nouveaux corps sont découverts le même jour. Jeanne-Louis Laurent, 82 ans, habitant 7 rue Armand Gauthier, est retrouvé sans vie après plus d'1 semaine dans son appartement. La deuxième vieille dame est Paul Victor, 77 ans, retrouvé dans son appartement au 8 rue Jacques Kellner, dans le 17e arrondissement. Et encore une fois, les mêmes traces de violence. Aujourd'hui, on a découvert à quelques heures d'intervalle les corps de 2 de ces vieilles personnes, l'une assassinée dans le 18e arrondissement, l'autre dans le 17e. Une série de meurtres qui provoquent beaucoup de réactions et d'une certaine façon développe une psychose d'insécurité. Qui a tué Madame Paul Victor? À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Madame Jeanne Laurent était à peu près du même gabarit. Elle vivait là, dans cette mansarde, à 84 ans. Toutes les 2 ont été retrouvées ce matin même, à quelques heures d'intervalle. Leur mort daterait de plusieurs jours déjà. Elle serait à rapprocher des 7 meurtres qui ont été commis dans le 18e et sa périphérie depuis le 4 octobre. Pour les habitants, c'est la goutte de trop. Parce que le 18e arrondissement, ce n'est pas simplement des meurtres de vieilles dames. En quelques mois, on compte pas moins de 17 homicides, sans compter des dizaines de morts liées à la drogue et aux overdoses. Combiné à ça, l'abolition de la peine de mort 3 ans plus tôt en 1981, et c'est l'explosion. En effet, pour une partie de l'opinion publique, cette décision prive l'État d'un outil de dissuasion. Dans le 18e, nous sommes dans le périmètre le moins sûr de Paris. C'est une réalité constante. Quand on voit les chiffres de juillet, août, septembre et octobre, c'est 5 agressions par jour, et les proies des voyous, c'est en général le 3e âge. Alors, j'ai écrit au Premier ministre le 19 septembre, je n'ai pas eu de réponse à ma lettre, je lui avais demandé une audience pour qu'on réagisse une fois pour toutes dans ce quartier. Il s'agit en l'occurrence de crimes de démons, et ceci n'a rien à voir avec le problème général de la sécurité. C'est peut-être des drogués d'ailleurs effectivement, mais c'est un crime de démons. Ces crimes ont été commis tous dans les mêmes conditions. Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, est lui aussi venu. Le problème se pose donc maintenant également au niveau politique. Beaucoup affirment que si la peine capitale existait encore, elle aurait pu empêcher tous ces crimes. Après plusieurs semaines de terreur à Paris, les meurtres s'arrêtent soudainement. Le mois de novembre s'achève sans qu'aucune nouvelle victime ne soit découverte. Mais pour les enquêteurs, ça ne veut pas forcément dire la fin. Ils le savent, le ou les tueurs reprendront tôt ou tard. La mairie de Paris décide alors de renforcer les dispositifs de sécurité. Des équipes de policiers supplémentaires sont déployées dans le 18e arrondissement, tout en multipliant les patrouilles et les contrôles d'identité. Mais malgré ces efforts, aucune véritable piste ne sort la tête de l'eau. Les enquêteurs sont perdus. Mais c'est là qu'un événement inattendu vient bouleverser l'affaire.
le journal Le Parisien publie en exclusivité le portrait robot présumé du tueur de vieille dame, avec comme titre « C'est le tueur du 18e ». On y distingue un homme blanc, très fin, cheveux courts, regard perçant. Personne ne sait vraiment comment le journal a obtenu ce portrait, mais dans le désespoir, certains enquêteurs vont y croire. Peut-être que Le Parisien dispose d'informations cruciales, qui sait. Au même moment, une nouvelle information tombe. Une vieille dame aurait échappé de justesse à une agression, probablement due aux des tueurs de Montmartre. Les journalistes se précipitent donc pour l'interroger, espérant avoir des détails sur leur visage. La vieille dame dit aux journalistes qu'elle ne reconnaît pas l'homme du portrait robot publié dans Le Parisien. Et surtout, elle affirme que son agresseur semblait jeune, âgé de 20 à 25 ans, sans plus de détails. Il m'a basculé sur le lit, alors tout le temps il m'a perturbé, il m'a bousculé, tapé de tous les côtés. J'avais des bleus. Oh, ben oui. Il m'a même serré à la gorge, j'ai même mis longtemps. Depuis plusieurs jours que j'étais ici, j'avais encore mal à la gorge. Je ne sais même pas comment il m'a pas étranglé. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il vous a attaché? Oui, les pieds et les jambes, avec des fils électriques. Est-ce que par exemple ce visage vous dit quelque chose? Non, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai Le Parisien là. Comment vous le décririez, vous? Ben, il y a un grand... 20-25 ans. Et puis... normal, enfin bien. Pas mal bâti, assez fort. Grand? Grand, oui. Peut-être 1m70, 1m80, je sais pas. Quelques jours plus tard, la brigade criminelle de Paris arrête un homme qui ressemble trait pour trait au portrait robot du Parisien. Il est placé en garde à vue, mais les vérifications montrent très rapidement qu'il a un alibi très solide. Absolument impossible qu'il soit le tueur de Montmartre. Aussitôt, il est relâché. Pour l'inspecteur divisionnaire Bernard Laitier, la leçon est claire. Ils ne peuvent pas baser l'enquête uniquement sur le portrait robot du Parisien. De plus, il se souvient d'un détail intrigant survenu lors de la troisième affaire, celle de Madame Johanna Secaresco. Ce jour-là, des enfants de 8 à 10 ans qui jouaient dans l'immeuble avaient affirmé avoir vu les suspects. D'après eux, il s'agissait de 2 hommes noirs. Le brigadier Laitier se retrouve donc face à une position délicate. Doit-il écouter le dicton « la vérité sort de la bouche des enfants » ou bien doit-il mettre ce témoignage de côté qui reste quand même assez fragile? Finalement, il choisit de garder cette information dans un coin de sa tête. Et surtout de ne pas concentrer son enquête uniquement sur des suspects blancs. Les semaines passent après le dernier meurtre et soudain, plus rien. Les tueurs semblent avoir disparu, emportant avec eux la vie de 8 vieilles dames. Les enquêteurs restent perplexes. Est-ce la présence de centaines de policiers déployés dans les rues qui les a effrayés? Ont-ils été arrêtés pour d'autres délits? Ou bien ont-ils simplement quitté Paris? Impossible de le savoir, mais ce que la brigade ignore, c'est qu'elle ne s'apprête pas à revoir leurs traces avant bien longtemps. La rue Victor Massé. Cette rue-là, elle a une petite particularité. Elle abrite l'un des rares hôtels des environs de Pigalle que la police n'a pas encore inspecté, l'hôtel Laval. L'établissement se trouve à une centaine de mètres du boulevard de Clichy, un endroit pourtant stratégique pour les enquêteurs, qui avaient un visuel sur plusieurs rues importantes du quartier. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de la rue Victor Massé et de l'hôtel Laval? Tout simplement parce que dans l'un des appartements de cet hôtel vivait un jeune homme d'à peine 20 ans. Ce jeune homme aurait pu répondre aux questions de tous les enquêteurs sur l'affaire du tueur de Montmartre et clôturer l'enquête à jamais. Son nom, Thierry Paulin. Thierry Paulin est né le 26 novembre 1963 à Fort-de-France en Martinique. 2 jours après sa naissance, son père Guy Paulin quitte la Martinique pour s'installer en France métropolitaine, abandonnant son fils Thierry et sa femme. Sa mère, Rose-Hélène Larcher, alors âgée de seulement 16 ans, décide de laisser son fils chez sa belle-mère. Thierry Paulin grandit donc avec sa grand-mère au Maman Jojo, un petit resto buvette qu'elle tenait. Malheureusement, son enfance est solitaire. Livré à lui-même, il reçoit peu d'attention, hormis celle de sa grand-mère. À l'âge de 10 ans, Thierry part vivre avec sa mère qui a maintenant 26 ans. Mais entre-temps, elle a eu 5 autres enfants, ce qui va déranger Thierry. Mal à l'aise socialement et habitué à la solitude, Thierry Paulin n'arrive pas à s'entendre avec ses demi-frères et sœurs. Il devient alors violent, non seulement avec sa famille, mais aussi avec ses camarades de classe à l'école. Thierry a un profond mal-être. Quelques années plus tard, Rose-Hélène retrouve la trace de Guy Paulin, son ex-mari et le père de Thierry. Elle exige alors une pension alimentaire pour son fils. Mais Guy Paulin refuse. Il lui propose quelque chose d'autre, quelque chose qu'il trouve plus intéressant. Prendre Thierry sous son aile et l'emmener vivre avec lui là où il vit, en France métropolitaine. À seulement 13 ans, Thierry embarque donc dans un avion pour l'Hexagone, direction la cité Mirail à Toulouse. Là-bas, Thierry vit avec un père qu'il ne connaît presque pas et des nouveaux demi-frères et sœurs. Pour lui, c'est un environnement totalement nouveau. Thierry a énormément de mal à s'intégrer, non seulement avec ce nouvel environnement, le fait de vivre en cité, mais aussi à l'école. Ses camarades blancs le mettent rapidement de côté et niveau scolaire, ça ne suit pas du tout. Il a d'énormes difficultés à suivre les cours, mais malgré tout, il obtient son brevet des collèges.
Après ça, Thierry Paulin tente d'obtenir son CAP coiffure, mais malheureusement, il échoue. Il ne se décourage pas et tente ensuite d'obtenir son CAP mécanique. Mais là encore, il n'a pas... C'est alors à 16 ans qu'il décide de vivre une toute nouvelle vie. Il fugue de chez son père pour lancer un projet bien précis, devenir militaire. Il s'engage à l'armée française et demande à intégrer l'équipe des parachutistes. Son vœu est accepté, mais rapidement, ses rêves se heurtent à la réalité. Il est extrêmement mal vu par ses camarades pour deux choses. Premièrement, vous vous en doutez parce qu'il est noir, mais deuxièmement, parce que Thierry Paulin est homosexuel. Et je vous fais pas de dessin, mais être noir et homosexuel, dans une caserne de l'armée, en France, dans les années 70... c'est pas fameux. Il est donc muté à la caserne de la Pépinière à Paris, mais non pas comme parachutiste, il est affecté au service d'entretien chargé du ménage. Mais très rapidement, Thierry réussit à changer de poste. Il rejoint finalement le 14e régiment de parachutistes de commandement et de soutien. Il obtient donc le rôle qu'il visait, mais avec une petite particularité. Il devient coiffeur du régiment. Et oui, malgré l'échec de son CAP coiffure, il a quand même de l'expérience, le bonhomme. En novembre 1982, Thierry Paulin bénéficie de 5 jours de permission pour se rendre à Toulouse et voir sa famille. Mais ces quelques jours ne seront pas consacrés uniquement aux retrouvailles. Le 14 novembre, après avoir passé du temps à Toulouse avec ses amis et profité de son salaire de l'armée, Thierry se rend compte qu'il n'a plus assez d'argent pour retourner à Paris et reprendre son service. Il demande alors de l'aide à son père, mais ce dernier refuse. Et c'est là qu'une idée surgit dans son esprit, braquer un magasin. Il prend un foulard et un couteau et se dirige vers une épicerie de quartier, rue Le Dru-Rollin. D'abord, il entre le visage découvert, fait semblant de regarder quelques produits et discute brièvement avec la gérante, Marguerite, 75 ans. Quelques instants plus tard, il revient, cette fois le visage masqué par son foulard, et menace Marguerite avec le couteau. Il parvient à voler 1400 francs avant de sortir et de prendre un taxi. Mais un détail va lui coûter très cher. Marguerite l'a vu entrer une première fois sans son masque. Il avait les mêmes vêtements. Elle contacte donc immédiatement la police et fournit sa description. Thierry Paulin est donc arrêté quelques temps après. C'est son premier délit. Certes, un petit délit, mais un délit qui va lui coûter extrêmement cher. Parce que quelques jours plus tard, ses supérieurs à la caserne de Paris n'entendent aucun bruit de tondeuse. Ils apprennent donc ce qui s'est passé. Sans attendre, ils décident de le licencier, estimant, je cite, « agresseur d'une personne âgée, Paulin est un individu dénué de tout sens moral. Aucune excuse ne peut justifier son geste. » Il a certes perdu son taf, mais malgré la gravité de son acte, Thierry Paulin s'en sort quand même bien. Il écope d'abord de 10 jours de prison avant d'être libéré. 7 mois plus tard, il passe devant un juge, et honnêteté totale, il explique au juge les raisons de son acte, son mal-être, et le rejet qu'il a subi à l'armée à cause de sa couleur de peau et de son homosexualité. Le juge va alors être très clément et le condamne à 2 ans de prison avec sursis. Mais là où Thierry s'en sort vraiment bien, c'est que le juge décide de ne pas inscrire cet acte dans son casier judiciaire. Thierry Paulin s'en sort à merveille, sans même passer derrière les barreaux. De retour chez son père, Thierry Paulin se sent de plus en plus mal à l'aise. Son père se montre extrêmement sévère avec lui. Il n'accepte pas du tout son homosexualité. Après avoir goûté à la vie parisienne, Paulin est convaincu d'une chose. Il ne peut pas rester dans le sud. Il lui faut un moyen de regagner la capitale coûte que coûte. Début 1984, l'occasion se présente enfin. Sa mère jusque-là vivait en Martinique, mais elle vient d'emménager à Nanterre avec ses enfants. Elle dispose d'un appartement et pour Paulin, c'est l'opportunité parfaite. Il prend donc un train pour Paris et s'installe chez elle. Malgré ses relations tendues avec ses frères et sœurs, il décide de ne pas y prêter attention. L'essentiel, c'est qu'il est désormais logé, et surtout à Paris, la ville qu'il convoitait tant. Thierry a maintenant 20 ans. Il vit dans la capitale, mais il doit encore trouver un moyen pour subvenir à ses propres besoins. Et pour ça, pas question selon lui de travailler dans un endroit où il ne sera pas accepté, pas respecté en tant qu'homme noir et homosexuel. Il veut quelque chose où il se sentira libre, compris dans un environnement qu'il aime et qu'il aime. Ce milieu, il le trouve rapidement. Le monde de la nuit. Clubs, discothèques, bars, cabarets, il les fréquente tous. Et très rapidement, il décroche un emploi dans l'un des cabarets les plus réputés de Paris, le Paradis Latin. Il y travaille comme serveur et c'est un véritable coup de foudre. Le milieu gay y est omniprésent, les spectacles travestis ne finissent pas. Pour la première fois de sa vie, Paulin se sent à sa place. Mais ce n'est que le début des grandes choses pour lui. En effet, quelques jours plus tard, il fait une rencontre qui va bouleverser son existence. Jean-Thierry Mathurin, lui aussi serveur au Paradis Latin. Mathurin n'a que 18 ans. Comme Paulin, il est originaire de Martinique. Comme lui, il se sent perdu, sans attache et sans stabilité. Les deux hommes discutent et se rendent compte qu'ils ont énormément de points communs. Rapidement, ils deviennent inséparables. Mathurin est toxicomane et il sait facilement se procurer de la drogue, un atout pour Paulin, qui commence à lui aussi s'y intéresser. Mais surtout, Paulin et Mathurin sont amoureux. Ensemble, ils profitent de la vie parisienne. Ils sortent dans les clubs les plus prisés, comme le Palace, découvrent toutes sortes de drogues et commencent à rêver plus grand. Paulin nourrit une ambition, ouvrir un cabaret et y produire ses propres spectacles. Et l'occasion se présente, certes moins grande, mais au moins ça lui permet de mettre un pied dans un monde qu'il adorera, le monde des drag queens. Il obtient l'opportunité de produire ses propres shows de drague, au cabaret Le Rocambole à Villecreine.
Plusieurs fois par semaine, il monte donc sur scène et interprète les chansons de son idole, la chanteuse américaine Eartha Kitt. Et à la surprise du patron, le public adore. Paulin est décrit comme charismatique, beau, talentueux, et son côté métis colle parfaitement avec le rôle de Eartha Kitt. À ce moment-là, Paulin et Mathurin semblent tout avoir, un travail, de l'argent, des projets, et surtout l'amour, quelque chose de nouveau pour eux. On aurait pu dire que tout est bien qui finit bien, mais vous allez voir qu'en réalité, toutes les bonnes choses ont une fin. Un soir, Thierry Paulin décide d'inviter sa mère au carambole. Lui montrer un de ses spectacles est une façon pour lui de faire son coming out. Parce qu'en effet, à ce moment-là, sa mère ignore son homosexualité. Mais elle va rapidement y faire face. Elle s'installe tranquillement dans la salle, mais dès que le spectacle commence, elle comprend immédiatement. Sous le choc, elle se lève en pleurs et quitte la salle sans prononcer un mot, avant de rentrer directement à Nanterre. Plus tard dans la soirée, Paulin la rejoint. Il confirme que ce qu'elle a vu est sa façon à lui d'assumer son identité. Mais très vite, les tensions explosent dans l'appartement. Dispute entre frères et sœurs, crie avec sa mère. La situation dégénère jusqu'au point de non-retour. Paulin frappe violemment sa sœur enceinte au ventre qui tentait de s'interposer. À bout, sa mère Rose-Hélène le met immédiatement à la porte. Thierry Paulin se retrouve officiellement à la rue. Avec Mathurin, il n'a désormais plus le choix. Il faut s'installer ensemble. Les deux hommes trouvent alors une chambre d'hôtel à l'hôtel Laval, rue Victor Massé. Mais parce qu'un problème ne vient jamais seul, Paulin et Mathurin vont faire face à une situation très délicate. Nous sommes à l'automne 1984. Après une violente dispute de jalousie qui cause d'importants dégâts matériels au Paradis Latin, leur lieu de travail, Paulin et Mathurin sont licenciés pour mauvais comportement. Ils sont donc sans emploi, sans revenus et avec très peu d'économies. Désespéré et sans argent, Paulin tente brièvement le trafic de drogue. Mais il arrête assez vite. Ce n'est pas son truc. Rapidement, les deux hommes sont dos au mur. Le loyer, l'alcool, la drogue, leur sortie dans le monde de la nuit. L'argent s'évapore à une vitesse fulgurante et les deux hommes finissent par se regarder dans le blanc des yeux et comprennent très rapidement la situation. Ils n'ont plus rien. C'est alors qu'un soir, chez eux, Paulin propose une idée à Mathurin. Un projet qui pourrait leur rapporter rapidement. Sans effort, mais un projet terrifiant. Assassiner des vieilles dames pour leur voler leurs économies. Ce sont des proies faciles et à deux, ils peuvent facilement mener à bien ce projet. Mathurin, qui était plus fragile et un peu le suiveur du couple, accepte sans hésiter. C'est alors que le couple Paulin et Mathurin se lance dans une série de meurtres tous aussi violents les uns que les autres, avec comme signature des vieilles dames, les mains et les pieds attachés. Anna Barbier-Pontus, Suzanne Foucault, Johanna Secaresco, Alice Partouche-Benaïm, Marie Choix, Maria Miko-Diaz, Jeanne Laurent-Louis, Paul Victor. Les enfants de l'immeuble de Madame Secaresco ne s'étaient donc pas trompés. Ils avaient bien aperçu deux hommes noirs s'enfuir. Quant aux empreintes digitales retrouvées, elles confirment bien l'application de deux hommes, Paulin et Mathurin. L'argent était leur motivation depuis le début. Nous sommes à la fin de l'année 1984. Les enquêteurs de la brigade criminelle n'ont plus aucune trace des tueurs de Montmartre, aucune piste sur leur identité, aucune avancée. Pendant plus d'un an, l'enquête stagne. Plus aucun meurtre de vieille dame, plus aucun corps ligoté, le silence complet. Jusqu'au 20 décembre 1985. Ce jour-là, la police est appelée pour un nouveau crime. La victime, Estelle Donjou, 91 ans. Mais plusieurs éléments surprennent immédiatement les enquêteurs. Ce n'est pas comme avant. D'abord, Estelle n'est pas attachée, ce qui était pourtant la marque de Paulin et Mathurin. Ensuite, aucune trace de violence gratuite. Pas de mâchoire brisée, pas de côte fracturée, pas de brûlure de cigarette, absolument rien à voir avec les précédentes victimes. Et surtout, le crime ne s'est pas produit dans le 18e arrondissement, mais dans le 14e au 14 rue Lacaze. Face à ce nouveau mode opératoire, les agents doutent. Et s'il s'agissait d'un acte isolé, sans véritable lien avec les tueurs de vieilles dames? Mais dès le mois de janvier 1986, plus aucune place au doute. 6 janvier, André Gescoff-Ladame, 77 ans, retrouvée morte dans son appartement au 14e arrondissement, au 12 rue Bayou. 9 janvier, Yvonne Couronne, 83 ans, au 8 rue Sarrette, toujours dans le 14e. 12 janvier, Mariem Jourbloum, 81 ans, au 7 rue Pelé, dans le 11e arrondissement. Le même jour, Françoise Vendôme, 83 ans, rue de Charenton, dans le 12e. 15 janvier, Yvonne Cheblé, 77 ans, au 20 rue Sancier, dans le 5e arrondissement. 3 février 1986, Virginie Desjardins-Labrette, 76 ans, au 25 rue Wattignies dans le 12e. Et cette fois, un gros détail frappe les enquêteurs. Sur les scènes de crime, ils ne retrouvent que les empreintes digitales d'un seul des deux tueurs, jamais celle de son complice. Le tueur de vieille dame agirait maintenant seul, probablement. Mais une question vient à l'esprit. Qui a décidé de continuer les assassinats, Paulin ou Mathurin? Eh bien pour comprendre, il faut se pencher sur la relation amoureuse des deux hommes. Quelques mois après la première série de meurtres de 84, pendant la pause d'un an, les deux hommes décident de se séparer. Leur relation est devenue trop instable, trop chaotique pour continuer. Et c'est pour ça que les agents n'avaient plus de nouvelles d'eux pendant plus d'un an. Chacun avait pris sa route de son côté. Concernant les nouveaux meurtres, c'est Paulin qui a décidé de continuer. C'est lui seul qui est l'auteur de la nouvelle vague de meurtres à Paris. Par contre, Mathurin de son côté, c'est une autre histoire. Son parcours est totalement lunaire. Il abandonne sa carrière criminelle définitivement et décide de se lancer
à la télévision. Les mecs qui s'appellent Thierry Mathurin, on est peu de choses. Voilà, c'est parti. Il apparaît à plusieurs reprises dans l'émission C'est encore mieux l'après-midi, animée par Christophe de Chavannes sur Antenne 2. Oui, vous avez bien entendu, Jean-Thierry Mathurin, l'un des criminels les plus recherchés de France, celui qui a terrorisé la capitale aux côtés de Paulin, se dandine à moitié nu dans une émission grand public, suivie par des millions de téléspectateurs. Imaginez juste le contraste. Les spectateurs mettent la 2 et s'amusent en voyant Mathurin à l'écran, et quelques heures plus tard, ces mêmes spectateurs s'indignent de voir les journaux télévisés annoncer que le tueur de vieille dame est toujours en liberté. Bon, certes, Mathurin n'est plus le tueur, mais il a contribué à la panique collective et à l'insécurité. Il restera à jamais l'un des tueurs de Montmartre. Pendant que Mathurin profite de la belle vie à la télévision, Paulin, lui, reste bloqué dans la galère et continue ses meurtres. Mais une question intrigue les enquêteurs. Pourquoi est-ce qu'il ne tue plus dans le 18e ? Les enquêteurs se rendent compte qu'il n'a plus aucune limite géographique. À l'époque, il frappait uniquement et exclusivement dans le 18e, mais maintenant, il frappe dans le 14e, le 11e, le 12e, le 5e, bref, partout. En réalité, du point de vue de Paulin et Mathurin, c'est assez simple à comprendre. Si Paulin et Mathurin frappaient exclusivement dans le 18e, ce n'était pas par stratégie, mais simplement parce qu'ils vivaient juste à côté. Les meurtres n'étaient pas préparés. Ils descendaient de chez eux, repéraient une vieille dame et passaient à l'acte. Mais aujourd'hui, Paulin n'habite plus proche du 18e. Il dort à droite, à gauche, chez des amis ou chez des coups d'un soir. Paulin n'a plus de planque, c'est un SDF. Et c'est pour ça qu'il frappe dans différents quartiers de Paris. Ce qui est le plus effrayant chez Paulin, c'est qu'il tue là où il vit. Pendant les enquêtes menées proches des scènes de crime, il n'était jamais très loin, souvent à une centaine de mètres. Les agents l'ont sûrement croisé, peut-être même contrôlé à plusieurs reprises. Mais comment attraper un fantôme comme Paulin quand on n'a aucune information sur lui? De plus, ce qui va compliquer le travail des enquêteurs, c'est que plusieurs fois dans l'année, Paulin va faire des pauses, soudainement. C'est difficile à dire et à entendre, mais à cette époque, pour découvrir qui était le tueur de vieille dame, Paulin ne devait pas s'arrêter. Sans flagrant délit, la police tourne en rond. Certes, ils ont des empreintes, mais il n'y a aucune trace de Paulin dans les fichiers de la police. Les seules chances d'arrêter Paulin, c'est qu'il continue à tuer. Peut-être pour qu'un témoin le décrive très précisément, qu'on le prenne en flag ou qu'une connaissance le dénonce. Et d'ailleurs, en parlant de ces pauses, pourquoi est-ce qu'il en fait au juste? Eh bien, ces pauses coïncident parfaitement avec des moments où Paulin n'avait pas besoin d'argent et lorsqu'il se consacrait à son grand rêve, qui était de devenir un magnat du monde de la nuit. La dernière pause date de printemps 1986. Paulin s'arrête pendant plus de 4 mois. Pendant cette pause, il tente de monter une agence de spectacles, les Transfostars, destinée à organiser des spectacles inspirés de ceux qu'il produisait au Rocambole. En parallèle, il rêvait aussi d'une grande cérémonie payante, les Trophées de la nuit. Cette cérémonie récompensera les meilleurs clubs de Paris, une sorte d'Oscar du monde de la nuit. Il ira jusqu'à écrire au préfet de police pour présenter son projet en détail. Nombre de places, tarifs, invités et même le lieu choisi, le cirque d'hiver. Et en parallèle de ses projets perso, il travaille pour une agence comme organisateur de soirées. Et d'ailleurs, une de ces soirées, du nom de Look d'Enfer, connaîtra un petit succès. Les gens en parleront, mais le problème, c'est que les places payantes ne rapportent pas assez. L'agence fait donc faillite, Paulin perd à nouveau son travail et retour au point de départ. Paulin se retrouve sans argent. Et que fait Paulin quand il a besoin d'argent? Il tue des vieilles dames. Vous voyez, c'est vraiment une sorte de boucle infernale, ça ne finit pas. Il a cherché le moyen le plus rapide et le moins dangereux pour gagner de l'argent, et il l'a trouvé. En juin 1986, il reprend du service. En 10 jours seulement, 6 vieilles dames perdent la vie. Une nouvelle vague de meurtres uniquement pour remplir ses poches. Mais après plus de 3 ans de meurtre, Paulin va enfin croiser la route de la prison. Sauf que si fou que cela puisse paraître, les choses ne vont pas, mais pas du tout se passer comme on pourrait l'imaginer. Quelques semaines après la dernière vague de meurtres, durant l'été 86, Thierry Paulin se rend chez son dealer pour récupérer sa consommation. Il arrive donc dans une cité d'Alfortville, dans un appartement, mais les choses tournent très mal. Une violente dispute éclate, et Paulin tabasse son dealer à coups de batte de baseball, avant de repartir tranquillement comme si de rien n'était. Le dealer, lui, ne compte pas laisser Paulin s'en sortir. Il contacte alors directement la police, raconte ce qu'il vient de se passer, et donne toutes les informations possibles sur Thierry Paulin. Très rapidement, Paulin se fait arrêter et incarcéré dans l'attente de son procès pour coups et blessures. Le 22 janvier 1987, soit plus de 6 mois après les faits, il est jugé par le tribunal correctionnel de Créteil. Le verdict tombe. Paulin est un toxicomane violent qui doit être enfermé derrière les barreaux. Son avocat, maître Hervé Page, racontera plus tard que Paulin n'avait vraiment peur de rien. Il était à la limite de s'en moquer. La prison ne lui faisait ni chaud ni froid. Il est alors condamné à 16 mois de prison pour violence, mais étonnamment, il sort au bout de 8 mois pour bonne conduite, soit la moitié de sa peine initiale. Donc si on comprend bien, ils viennent d'emprisonner Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames,
le monstre de Montmartre, qui terrorise depuis des années Paris, sans jamais faire de lien avec le tueur de vieilles dames. C'est lunaire. Le 1er septembre 1987, Paulin est donc libéré. Mais ce qu'il ignore, c'est que cette liberté va marquer le début de la fin. Toujours animé par ses ambitions, il rêve encore de lancer ses fameux Oscars du monde de la nuit. Cette fois, il comprend qu'il doit s'entourer de personnes influentes, artistes, politiques, personnalités du cinéma et de la musique. Et contre toute attente, son projet attire l'attention. Il va donc se créer un réseau solide de personnes qui aiment bien son tempérament. Il est fêtard, ambitieux et charismatique. Pour fidéliser ses nouveaux contacts, il organise des fêtes chics, très loin des soirées trash qu'on connaissait auparavant. Ici, pas de drogue, pas de nudité, pas de sexe, uniquement du luxe. Mais très vite, Paulin fait face à une réalité. Il est pauvre. Pour maintenir ce train de vie, il lui faut beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Dites-vous qu'il n'avait aucun scrupule à tuer des vieilles dames pour payer ses additions dans des clubs. Alors là que son projet professionnel, son rêve commence à voir le jour, croyez-moi, il voit rouge. C'est alors qu'en octobre et novembre 1987, il reprend du service. En quelques semaines, il attaque 11 vieilles dames, mais cette fois-ci, rien ne se passe comme prévu. Paulin est négligent, il n'est plus concentré. Il tue à la va-vite, convaincu qu'il ne risque rien. Résultat, sur 11 victimes, 6 survivent. Et ces 6 femmes sont toutes entendues par la brigade criminelle. Elles racontent leur agression, donnent des détails précieux, notamment sur l'apparence de l'homme qui les a agressées. Parce que oui, Paulin attaque à visage découvert. Madame Berthe Finalteri, l'une des victimes qui a survécu, livre un témoignage tellement précis aux enquêteurs qu'il permet d'établir un premier portrait robot très fidèle à la réalité. Mais le coup de grâce pour Thierry Paulin, c'est lors de l'agression de Madame Geneviève Menuel. Dans l'appartement, elle hurle tellement fort qu'elle réussit à alerter tout l'immeuble. Et en fuyant, Paulin dans les escaliers croise un voisin, qui a bien le temps de voir son visage. Et problème, Paulin n'a pas le look le plus discret. Lors de son audition, ce voisin donne 2 détails très précis. L'homme avait la coupe de cheveux de Carl Lewis mais en blond platine, et il portait une boucle d'oreille. Des détails qui peuvent clairement changer le cours de l'enquête. Mais Paulin, de son côté, s'en fout royalement. Il sait que ces derniers crimes auront un impact, mais au lieu de se cacher, il enchaîne les soirées dans les restaurants les plus chics de la capitale. Il invite avocats, célébrités, riches parisiens, diplomates africains, chanteurs, et pète toutes les additions. On parle de plusieurs dizaines de milliers de francs. Mais ce qu'il ignore, c'est que pendant ce temps-là, dans absolument tous les commissariats de Paris, des portraits robots terriblement ressemblants sont placardés sur tous les murs. Même un chien policier pourrait le reconnaître. S'il sort, il est foutu. Le 1er décembre 1987, le commissaire divisionnaire Francis Jacob marche rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement. Il discute tranquillement avec un épicier et d'un coup, il aperçoit au loin un grand homme, métis, costaud, portant une boucle d'oreille. L'homme ressemble étrangement au portrait robot qu'il voit chaque jour dans son bureau, sauf pour la coupe de cheveux qui ne correspond pas. Il se dit alors « et si ?» Il interpelle l'homme, lui demande ses papiers et il s'exécute sans broncher. En voyant la photo sur la carte d'identité, le commissaire Jacob comprend immédiatement. Sur la photo, l'homme a la fameuse coupe de Carl Lewis. Aucun doute possible, il a devant lui le tueur de Montmartre et il s'appelle Thierry Paulin. Calmement, Jacob lui demande de le suivre au commissariat, sans lui dire la raison de son arrestation. Paulin le suit sans problème. Il est persuadé qu'il s'agit simplement d'une histoire de drogue. Il va même monter ses manches et montrer ses bras au commissaire Jacob. « Regardez mes bras, je ne me pique plus ». Mais au fil des heures, il comprend petit à petit que ce n'est pas pour ça qu'il est là. Il le comprend à un moment bien précis, lorsqu'il est envoyé à la section d'identification criminelle. Ses empreintes sont relevées, comparées à celles retrouvées sur les scènes de crime, et le verdict tombe. Thierry Paulin, le monstre de Montmartre, vient d'être arrêté. C'est aussi tout à fait par hasard qu'un commissaire de police parisien a mis un terme à la psychose engendrée par le tueur des vieilles dames. Il aura fallu un incroyable concours de circonstances pour que Thierry Paulin, 24 ans, auteur de 14 meurtres de personnes âgées, soit mis hors d'état de nuire. Si Paulin n'avait pas croisé dans la rue le commissaire Jacob, en possession d'un portrait robot récemment diffusé, l'assassin serait ce soir encore en liberté. Sortant de mon commissariat, j'étais en train de converser avec des commerçants du quartier sur le trottoir à cet emplacement et l'individu en question s'est présenté à quelques mètres du groupe. Bon, son signalement correspondant à celui diffusé, j'ai procédé à un contrôle d'identité. Dans le poste de police, Thierry Paulin est assis, et ironie du sort, pieds et mains enchaînés, comme ses victimes. L'interrogatoire commence, et cette fois la situation se retourne contre lui. Face à lui, les agents veulent des explications, ils veulent des aveux. Ça fait plus de 3 ans qu'ils le recherchent, c'est enfin le moment de vérité. Les agents veulent 2 choses. Premièrement, qu'il avoue les meurtres, et deuxièmement, qu'il livre le prénom de son complice, Jean-Thierry Mathurin. Parce que oui, la police recherche 2 hommes, ils ne l'ont pas oublié. À la surprise générale de tout le monde, Paulin ne cherche absolument pas à nier quoi que ce soit.
Froidement, il avoue tous les meurtres et lâche le nom de son complice. Immédiatement, les enquêteurs se lancent à sa recherche, et le jour même, une équipe de policiers qui contrôlait la sortie du métro interpelle Thierry Mathurin. Sauf qu'il y a un gros problème. Ce n'est pas le bon. L'homme porte le même prénom, le même nom, est né à la même année, a à peu près le même physique et les mêmes origines. Une coïncidence absolument folle. Bonjour Thierry Mathurin. Bonjour Edmond. Vous êtes né le 16 août 1965, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc l'arrondissement où Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont frappé. Vous êtes antillais. Vous avez à peu près la même corpulence que Jean-Thierry Mathurin. C'est assez fou comme coïncidence. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Avant de revenir sur cette histoire, est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? J'ai 60 ans, je vis seul, moi je suis divorcé, j'ai 5 enfants, 3 petits-enfants et je suis consultant pour les compagnies d'assurance. Et je développe également, on l'a vu tout à l'heure, un dispositif énergétique, voilà, en réseau. Le quartier de Montmartre représentait quoi pour vous à cette époque? Un quartier de touristes. Essentiellement, je suis né dans le 18e, donc c'est un quartier que je connais bien, mais que j'évite parce que c'est vrai, c'est généralement rempli de touristes, hein, essentiellement, et pas spécialement d'intérêt d'y passer du temps, mais oui, un quartier aux lieux religieux, avec beaucoup de monde. Et voilà, mais rien de particulier, ça m'inspire rien, pas grand chose le quartier de Montmartre, autre que ça. Aviez-vous entendu parler du tueur de Montmartre avant votre arrestation? Vaguement, oui, puisque ça a duré un moment, puisque ça a commencé dans les années 84-85 déjà, donc on entendait parler de tueurs de vieilles dames, donc il y avait une psychose à l'époque. Moi j'habitais dans le 95 à l'époque de cette histoire, mais quand j'allais travailler à Paris, oui, j'entendais effectivement que les personnes âgées étaient un peu en panique, parce qu'il y avait un ou des tueurs de vieilles dames, donc ça s'arrêtait, ça recommençait, donc c'était un petit peu diffus, mais oui, j'avais entendu parler, comme tout le monde, de cette histoire, oui, effectivement. Pouvez-vous nous raconter le moment exact où la police vous a arrêté? Oui, de mémoire, c'était le 1er décembre 87 à La Défense. Donc je sortais du travail. Pour le moment, il y a eu un attroupement à la sortie du train, puisque je prenais la correspondance du train pour prendre le RER. Et à la sortie du train, donc il y avait un attroupement. Donc je pensais que c'était un contrôle de tickets avec les contrôleurs, et comme je suis un peu grand, j'ai vu qu'il y avait surtout des CRS, enfin la police, et lourdement, si ce n'est armé, lourdement harnaché, un peu comme dans les manifestations. Donc bon, je me suis dit, donc effectivement, ils sont en train de faire un contrôle de tickets, et les contrôleurs sont accompagnés de la police. Mais plus ça avançait, plus je me rendais compte qu'il n'y avait pas de contrôleurs. Et donc ça poussait, et puis à un moment j'ai senti que ça poussait plus derrière. Et à un moment, je me suis retourné à ce moment-là parce que je sentais personne derrière moi, et j'ai vu derrière moi un cordon de CRS, enfin de policiers casqués, qui étaient derrière moi, et comme si j'étais un peu isolé sur l'arrière. Et à ce moment-là, il y a un gradé qui est venu me voir. Il m'a dit, il m'a pris à part, en me demandant mes papiers d'identité, donc ce que j'ai fait. Et en donnant mes papiers, j'ai entendu « c'est bon, on tient ». Et là, j'ai reçu coup de matraque dans les jambes, dans les genoux, posé à terre, le visage contre le mur, plaqué contre le mur et menotté. Et jusqu'à ce qu'il m'amène au poste de police qui est situé à La Défense. Et j'ai été mise en garde à vue, en fait. Voilà. Thierry, savez-vous pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté à ce moment? Oui et non. Oui, parce que j'ai un copain qui m'avait eu des jantes. Des jantes neuves. Ma R14 TS, je me rappelle encore. Et je me dis, waouh, ah oui, je me suis fait gauler pour des jantes, mais c'est un peu chaud quand même pour 4 jantes, quand même si on peut dire ce qu'on veut sur la police, mais quand même pour 4 jantes. 4 jantes à lui,
Voilà, je me suis dit comment il m'a retrouvé, et puis comment, enfin bon. Mais je pensais qu'à ça, parce que j'avais rien fait d'autre, je ne vendais pas de drogue ou autre, pas d'autres délits, donc je voyais pas ce que c'était. Ou aussi, j'ai un copain qui m'avait eu un autoradio, je ne sais pas trop comment. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud quoi. Pour l'autoradio et les 4 jantes, je vais prendre cher quoi. Voilà, en fait j'ai pensé à ça. Est-ce que vous aviez compris immédiatement qu'il s'agissait d'un malentendu? Oui, enfin pour moi c'était évident, comme on est quand même dans un état de droit, je me suis dit il doit y avoir un truc qui colle pas par rapport à ce qui se passe. Puis ils m'ont pas signifié non plus cette histoire de jantes ou d'autoradio, donc je me suis dit bon, enfin c'était un peu disproportionné par rapport à tout cela. Bon, faut dire que j'ai été insulté et que voilà, enfin, c'est le passé. Mais j'ai été un peu maltraité, j'ai reçu des coups. Et moi, j'avais peur juste d'être mis en cellule et passer à tabac, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils cherchaient véritablement quelque chose, il se passait quelque chose de grave. Ou du moins, la personne qui cherchait, je sais que c'était pas moi, parce que moi, je sais que j'ai rien fait. Mais sur le coup, j'avais juste pas envie d'être passé à tabac, en fait. Parce qu'ils avaient l'air d'être sacrément remontés. Donc j'avais qu'une hâte, c'était surtout pas d'être isolé, de me retrouver, me faire défoncer la tronche, quoi, tout simplement. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Mais je savais pas quoi. On est en 87, hein, aujourd'hui ça se passe de la même façon. J'ai pas été mis en cellule du tout, hein, j'ai pas resté si longtemps que ça, hein, puisque j'étais attaché à un radiateur. Voilà, menotté à radiateur, il y avait des policiers qui passaient à côté de moi et qui me donnaient des petits coups, enfin voilà, je sentais que c'était un petit peu, voilà, pas très cool. Rétrospectivement, ils se sont comportés comme s'ils avaient trouvé un tueur. Voilà. Du coup, on peut comprendre un petit peu, enfin du moins interpréter leur attitude qui était véritablement pas très angélique avec moi, avec des regards assez noirs, paroles qui sont pas toujours, que je répéterai pas ici. Non, un climat tendu. C'était assez agressif à mon égard. Sur la route, pour aller vers le commissariat, j'ai eu, comment dirais-je, j'ai été assez effronté pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le gradé m'a mis le tonfa sur la gorge comme ça, et il m'a dit espèce de je vais t'expliquer ce qui se passe, comme si j'étais censé savoir ce qui se passait en fait. Donc ça c'était. Et là c'est là où je me suis dit il y a un truc grave. Ils ont pris mes papiers d'identité, ma carte d'identité, ils m'ont demandé de décliner mon identité et également notamment le nom de ma mère, enfin la date de naissance de ma mère pour savoir si j'étais la bonne personne, etc. S'il n'y avait pas des faux papiers ou je ne sais quoi, enfin j'en sais rien, mais en tout cas ils m'ont posé la question de savoir la date de naissance le nom et la date de naissance de ma mère, et là j'ai bugué. Et là c'était très compliqué parce que vous sentez que si je réponds pas, je vais être encore plus suspect, et en plus je veux répondre, moins je sais, et puis j'étais tellement en panique et stressé que j'étais incapable de me rappeler la date de naissance de ma mère. Ça m'a beaucoup marqué, et puis la sortie aussi, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure, mais les mots à la sortie, bon c'était pas très cool quoi, c'était bon dégage. À quel moment vous pensiez que la situation pouvait s'arranger ? En soi, j'avais rien fait, donc quelque part, j'étais pas plus inquiet que ça. J'avais plus peur d'être pris pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était clair, mais ça devenait évident, en fait, que j'étais pris pour quelqu'un d'autre. Mais je savais toujours pas de quoi il s'agissait. Est-ce que c'était pour un braquage, ou, je sais pas, un vol à l'arraché, un vol de voiture. Enfin, je pensais à des choses comme ça. Donc, je me suis dit, ils me prennent pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était évident, puisque moi-même, je savais que j'ai rien fait. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas ça le sujet. J'ai su que ça allait s'arranger. J'ai pas trop eu le temps de me rendre compte que ça allait s'arranger, si ce n'est que ça n'a pas empiré. Ils sont partis à faire des recherches, à l'époque c'était en 87, donc le système informatique n'était pas comme aujourd'hui. Donc ils faisaient des vérifications. Et le temps qu'ils fassent leurs vérifications, moi je suis redescendu un peu en pression, en essayant à ce moment-là de comprendre ce qui se passait, bien sûr sans savoir c'était cette histoire de crime. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, ça va, Thierry, t'as rien fait, ça va vite, on va vite voir que c'est pas toi, quoi. Sans savoir que c'était aussi grave que ça, quand même. Quand ils ont fait la vérification d'identité, ils se sont rendus compte que c'est pas moi. On avait la même taille, à peu près le même âge, le même aspect morphologique, etc. Voilà, les mêmes origines, ok. Mais sauf que les parents, visiblement, où il y a quelque chose qui ne concordait pas par rapport aux informations qu'ils recherchaient. Donc ils ont bien vu que c'était pas le bon Thierry Mathurin.
Jean-Thierry Mathurin. Donc du coup, j'ai senti qu'ils étaient déçus de ne pas avoir fait la bonne pêche. C'est ça que j'ai senti, sans savoir encore une fois de quoi il s'agissait. Mais ils étaient déçus de ne pas avoir trouvé le bon poisson. Donc du coup, ils m'ont rendu mes papiers. Ils étaient vexés ou déçus de ne pas avoir chopé le gars, pensant l'avoir mis au fer. Donc du coup, comme ils l'ont pas trouvé, ils étaient déçus, ils m'ont dit dégage quoi, c'est pas toi. Comment avez-vous appris que vous alliez être relâché? J'ai été mis dehors, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, ils m'ont rempli ma carte, ils m'ont rendu mes papiers d'identité. Enfin, ils m'ont démenotté, enfin, ils m'ont papier d'identité, ils m'ont dit, maintenant dégage. Aussi sec que ça. Voilà, l'autre. Je vous avoue, j'étais content. Que mes potes, ils m'ont dit, ouais, tu te rends compte, comment ils t'ont traité, machin. J'ai fait, vous êtes gentil, vous. Moi, ma seule hantise, c'était de me faire défoncer la tronche, à coup de bottin. Donc, déjà, le fait que je sois sorti sans qu'on m'ait trop malmené et rendu libre, franchement, moi, j'étais déjà très heureux d'être dehors. Donc, savoir comment j'ai été libéré avec des excuses, pas d'excuses, non, il n'y a pas eu d'excuses, enfin, il n'y a pas eu d'explication. Ni excuses, ni explication, en fait, il n'y a eu rien de plus, quoi. Le mot, c'était se dégage. Et à ce moment, absolument personne, ni vous, ni vos proches, aviez fait le parallèle avec Jean-Thierry Mathurin? Du tout. Pas loin du monde. Alors, loin de là. Loin de là, je l'ai su après. Mais ils avaient déjà arrêté Thierry Paulin. Donc, si on savait que c'était un Antillais, d'origine antillaise, machin truc, j'aurais pu faire un petit peu le lien sur quelque chose ou quoi. Mais effectivement, c'est très difficile de faire le lien avec cette histoire, sachant qu'on n'avait aucun indice. Et ils auraient dit on cherche 2 Antillais, quelque chose comme ça. Bon, ça aurait été mettre la puce à l'oreille, mais là, zéro nada, rien. Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez été confondu avec Jean-Thierry Mathurin? Quelques jours après, à la télé. En fait, j'avais la télé à l'époque. Maintenant, j'ai plus de télé, mais à l'époque, je regardais la télé, j'ai regardé le journal de 20h, et là, ils annoncent que 2 jeunes hommes ont été arrêtés qui seraient les suspects du meurtre des fameuses dans le 18e, etc. Donc cette histoire. Paris escalade dans l'horreur. L'assassin des vieilles dames qui a été arrêté hier aurait commis 21 meurtres. C'est l'aboutissement de 3 années de travail. Aujourd'hui, ceux qui connaissaient Paulin ne comprennent pas. Certes, Paulin était un marginal, mais rien dans son comportement ne pouvait éveiller les soupçons. Là, on découvre que c'est 2 profils type antillais. Mais c'était quelques jours après. Hein. Dire, ça n'a pas duré une semaine. Hein. Je veux dire, c'était 2-3 jours après. Ils en parlaient dans la presse de cette arrestation. Et je sais pas s'ils ont donné son nom, de Jean-Thierry Mathurin. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le lien. Parce que il parlait bien d'un antillais, etc., etc. Et du coup, je me suis senti... mais très rapidement, j'ai su qu'ils s'appelaient Jean-Thierry Mathurin. Et c'est là où j'ai fait le lien, effectivement, avec mon arrestation. Oui, c'était évident que c'était pour ça. Si Jean-Thierry Mathurin, aujourd'hui, regarde cette vidéo, quel message voulez-vous lui transmettre? Il a mon âge aujourd'hui, donc j'aurais juste lui dire que j'espère qu'il a trouvé un sens à sa vie aujourd'hui, et que tout ce qui lui est arrivé, j'espère que ça l'a aidé à rebondir sur quelque chose de bon et de positif. C'est tout, j'ai pas de leçon à lui donner, ni de conseils à lui donner, j'espère juste... comme tout autre être humain, que tout ça ne soit pas des cauchemars pour lui. Qu'il se soit pardonné à lui-même, ce qu'il a fait, même si c'est terrible, mais qu'il se soit pardonné à lui-même pour pouvoir continuer à vivre et à donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il a aujourd'hui. C'est une façon de faire du bien autour de lui, c'est une façon aujourd'hui de réparer, si on peut réparer des choses aussi effroyables, mais une petite façon de réparer le mal qu'il a fait autour de lui en étant bon et généreux avec les gens qui l'entourent aujourd'hui. C'est tout ce que je lui souhaiterais, comme je le souhaite pour tout le monde. Très rapidement, le lendemain, le véritable Thierry Mathurin est arrêté. Il vivait avec son compagnon, une star du monde de la nuit, dans un appartement du 14e arrondissement de Paris. Il a certes arrêté les meurtres pendant la série 84, mais il reste toujours l'un des tueurs de Montmartre. Les agents les ont enfin. Après une traque de plus de 3 ans, les 2 monstres de Montmartre, les tueurs de vieilles dames, ceux qui ont terrorisé Paris, sont interrogés séparément. Et ils vont absolument tout livrer dans les moindres détails.
Parmi les deux interrogatoires, celui de Paulin en particulier fascine les enquêteurs. Sa mémoire est d'une précision affolante. Il se souvient de presque tous les meurtres, l'emplacement exact de l'argent volé, la couleur des porte-monnaies, l'emplacement des appartements, des halls d'immeubles. Il continue par donner son mode opératoire qui est d'une simplicité effroyable. Il repérait une vieille dame dans la rue et la suivait jusqu'à son domicile. Souvent, le gardien de l'immeuble lui demandait ce qu'il faisait là. Paulin répondait qu'il venait visiter un appartement ou quelque chose du genre. Des mensonges banals qui passaient à chaque fois. Il attendait que sa victime ouvre sa porte, puis la bousculait à l'intérieur avant de commettre son crime. Il dit qu'à chaque fois qu'il finissait un meurtre, il sortait tranquillement et continuait sa vie. À aucun moment il ne semble avoir peur. Il avoue sans difficulté, comme si tout cela n'avait aucune importance. La seule fois où il montre un moment de faiblesse, c'est quand il parle de ses victimes. Je retiens généralement le visage de mes victimes. Il se passe quelque chose au moment des faits. Je suis particulièrement sensible aux regards de terreur qu'elles ont dans ces instants. Ces regards resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Officiellement, Paulin est inculpé pour 21 meurtres, mais les enquêteurs, eux, sont convaincus qu'il pourrait être responsable d'au moins 38 victimes. Quelque temps après l'interrogatoire de Paulin, ses proches, amis, avocats, connaissances sont entendus par la police. Tous décrivent le même portrait. Paulin était quelqu'un de calme, gentil et généreux. Des témoignages troublants quand on les met en parallèle avec ses crimes. Ils expliquent aussi comprendre avec du recul pourquoi Paulin pouvait n'avoir aucun sou un jour, puis revenir le lendemain avec des milliers de francs. À chaque fois, il disait simplement « je vais à la banque ». Mais sa banque, c'était les appartements de vieilles dames qu'il assassinait. Ce qui va d'autant plus surprendre les enquêteurs, c'est que Paulin casse tous les codes du tueur en série. Il tue le jour et il vit la nuit. Il ne cherche jamais à fuir ses actes. Il agit à visage découvert. Même quand Paris tout entier le recherche, il ne quitte pas la capitale. Pire, il habite à chaque fois à quelques mètres seulement des scènes de crime. Durant son interrogatoire, il livre absolument tout sans omettre le moindre détail. Chez les enquêteurs, une question persiste. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Thierry Paulin est aussi je m'en foutiste? Pourquoi un tel mépris pour la vie humaine? Pourquoi une indifférence totale face à l'arrestation, à la prison, face à la mort de dizaines de femmes? Paulin s'en fout de tout. On dirait même qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, Paulin est lucide. Il sait très bien ce qu'il fait. Dans les mois et les années qui vont suivre, les enquêteurs vont avoir des réponses à leurs questions. Ils vont comprendre qu'en réalité, son comportement a un sens. Le 4 décembre 1987, Thierry Paulin, âgé de 24 ans, est accusé d'environ 38 meurtres, mais n'est officiellement inculpé que d'une vingtaine. Son ancien compagnon, Thierry Mathurin, alors âgé de 22 ans, est quant à lui inculpé pour 8 assassinats, commis lors de la série de 84 dans le 18e arrondissement. Tous deux sont placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Pendant leur détention, les enquêteurs de la brigade criminelle découvrent quelque chose d'insolite. Ils avaient en fait déjà les empreintes de Thierry Paulin depuis 1982. Mais faute de moyens et de systèmes performants, elles sont passées entre les mailles du filet. S'ils avaient su les identifier à temps, Paulin aurait pu être arrêté dès son premier meurtre. Et c'est d'ailleurs ce scandale qui mènera la PJ à accélérer la création du FAED, un système toujours utilisé aujourd'hui en France et qui permet une analyse rapide et centralisée grâce à l'informatique. En 1988, soit un an après l'arrestation du duo, Thierry Paulin, incarcéré alors à la prison de Fresnes, voit son état de santé se dégrader brutalement. Celui qui paraissait jusque-là fort, charismatique et lucide, sombre en quelques semaines dans de graves troubles neurologiques. Perte de conscience, difficulté d'élocution, paralysie des nerfs crâniens, Paulin perd ses capacités à comprendre. Transféré à l'hôpital Bichat, il y reste plus d'un an, dans un état de coma partiel et de paralysie. Les enquêteurs comprennent donc très vite. C'est potentiellement ça qui explique tout, qui explique son insensibilité face à tout ce qui s'est passé, son arrestation, son incarcération, les meurtres de vieilles dames, le fait qu'il n'ait jamais cherché à se cacher, à bâcler ses attaques sur les dernières années. Paulin est en fait mourant à cause du sida. Et puis la mort de Thierry Paulin, l'assassin présumé de 18 vieilles dames, il était atteint du sida. Il avait reconnu ces meurtres qui, vous vous en souvenez sans doute, avaient créé une véritable psychose à Paris. Il avait été arrêté en décembre 1987 par un commissaire de police, et cela à proximité de la Porte Saint-Denis, à Paris. Le 16 avril 1989, Thierry Paulin meurt à l'âge de 25 ans, dans la clinique pénitentiaire de Fresnes, seul, après des mois de souffrance. Une mort qui tombe mal pour les enquêteurs. Il s'éteint avant son procès, emportant avec lui ses secrets et laissant sans réponse un bon nombre de questions. Paulin n'a jamais pu être jugé, et restera donc officiellement ni coupable ni innocent. Seul Jean-Thierry Mathurin comparaîtra devant un juge. Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris est sans doute celui d'un paumé sans influence, sous influence. Jean-Thierry Mathurin, qui doit répondre de 8 assassinats, était en réalité le complice de Thierry Paulin. Paulin est mort du sida en prison après avoir avoué 21 crimes qui ont terrorisé la capitale. Aujourd'hui, c'est Mathurin qui est sous le feu des projecteurs, seul devant la justice. Mathurin ne pénètre pas seul dans le box. Bien qu'il échappe à la justice des hommes, Thierry Paulin, son complice, n'aura jamais été aussi présent.
Une ombre qui plane sur le procès et qui colle à Mathurin. Mathurin qui, face à notre caméra, esquisse un sourire. Mathurin veut offrir un autre visage. Depuis 4 ans, on le qualifie de dément, de bête immonde. La vérité est peut-être ailleurs. L'homme surprend. Vous ne saviez ni lire ni écrire, souligne le président Ferré. Exact, répond l'accusé. En prison, je prends des cours et fais une psychothérapie. Mathurin s'élance dans un discours structuré. Il parle des tortures, pas celles qu'il a infligées à ses victimes, mais celles qu'il a subies, violenté par son père et violé à l'âge de 7 ans par un légionnaire. Comme un oral de rattrapage, il avoue qu'à l'âge de 11 ans, un professeur de mathématiques l'a initié à l'homosexualité et que Paulin lui a offert le sexe, la drogue et l'argent. Il était dominateur et jaloux, je suis devenu sa victime, son esclave. Les absents ont toujours tort. Le 20 décembre 1991, après quelques jours de procès, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans pour complicité dans les meurtres de 8 vieilles dames. Jean-Thierry Mathurin purgera sa peine à la maison centrale de Poissy. Le 9 janvier 2009, après plus de 21 ans de détention, il obtient une semi-liberté, avant d'être totalement libéré le 26 janvier 2012. Aujourd'hui, Jean-Thierry Mathurin, l'un des monstres de Montmartre, a 59 ans. Il vit en liberté quelque part, peut-être en France, peut-être en Martinique, sous un nouveau nom ou pas. Ainsi donc s'achève l'histoire du duo qui a semé la terreur dans le Paris des années 80 en assassinant probablement plus de 38 vieilles dames. J'ai nommé l'affaire des monstres de Montmartre. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, on vise les 100 000 abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou encore sur Twitter, c'est généralement là-bas où je suis le plus actif et où j'annonce mes prochains projets. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur TikTok, vous y trouverez du contenu exclusif au format court, ou encore sur Spotify où vous trouverez toutes les vidéos YouTube postées là-bas, à regarder sous format audio ou vidéo. Et enfin, j'ai une chaîne YouTube secondaire où je compte publier des vidéos plus fréquemment sur des affaires beaucoup moins complexes et beaucoup moins connues. Donc n'hésitez pas, tout sera en description. Et je remercie encore Proton de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les premiers liens en description pour profiter de tous les services de Proton et protéger votre vie en ligne dès aujourd'hui. Si vous kiffez l'horreur, n'hésitez pas à regarder ces 2 autres vidéos. Sur ce, c'était Menko, et n'oubliez pas, la fin justifie-t-elle les moyens ?